Et si vous pouviez entrer dans les coulisses des leaders? Je suis Mireille, coach certifiée pour dirigeants d'entreprise et fondatrice de Coach Me. Depuis toute petite, j'écoute les histoires de celles et ceux qui osent entreprendre, diriger, chuter et se relever. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir l'envers du décor, des conversations vraies, intimes, avec des leaders audacieux. Parfois, je vous partagerai ma vision de coach, des astuces concrètes, des révélations vécues lors de mes accompagnements pour inspirer votre propre leadership. Quelles sont les plus grandes difficultés des dirigeants? Quels sont leurs secrets de réussite? En quoi leur histoire a-t-elle façonné les dirigeants qu'ils sont aujourd'hui? Bienvenue dans Leader en coulisses. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire très touchante de Julien Nicolas, dirigeant de l'entreprise Maison Nicolas, boucherie-charcuterie de renommée à Metz, dont l'aventure familiale débute en 1976. On y retrouve un dirigeant au mental fort, qui a su mettre son riche vécu au service de l'autodiscipline qu'il s'impose, dans le sport comme dans l'entrepreneuriat. Julien nous montre que, malgré les apparences parfois trompeuses, la réussite ne se crée pas facilement mais au fil du temps, telle la stratégie des petits pas au prix d'efforts, de sacrifices et de remises en question permanentes. S'il a commencé au bas de l'échelle pour atteindre le sommet, il a su gagner avec fierté la confiance d'un père exigeant. Il lui revient aujourd'hui tout le mérite d'être le leader d'une équipe de 46 salariés dont l'épanouissement au travail lui tient plus que tout à cœur, de même que la satisfaction de ses clients à qui il souhaite offrir une qualité irréprochable. Et pour faire de chaque interview de ce podcast un moment d'exception, nous avons eu la chance d'enregistrer cet épisode à la magnifique Villa Sainte-Andrews, un lieu époustouflant pour vos événements privés ou professionnels, avec ses 4 suites luxueuses, nichées au cœur d'un des plus beaux golfs de Lorraine. Un grand merci à eux pour leur accueil chaleureux. Je vous invite à visiter leur site internet, dont je vous mets le lien en commentaire. Tout de suite, découvrez le témoignage inspirant de Julien Nicolas, plein de naturel et de générosité, ainsi que les multiples facettes de ce métier de la bouche qui nous réserve encore manifestement quelques surprises. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Mireille, très bien. Écoute, moi je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui dans mon podcast, donc je te souhaite la bienvenue et puis surtout je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avant de plonger dans le cœur du sujet, on peut dire que tu as grandi dans un environnement où la passion des métiers de la bouche était déjà bien installée, mais entre nous, quand tu étais petit, c'était quoi ton plat préféré que ta famille te préparait? Escalope de veau, Ouais. avec une crème moutarde et avec des pâtes. Ok. Donc ça c'était ton plat, ça c'est le plat qui te remémore ton enfance. Pour avoir des forces. Ouais. Pour travailler le lendemain matin, souvent, étant petit, je travaillais avec mon papa, Ouais. quand j'étais pas à l'école. Et donc, on prenait des forces avec tout ça. Un bon plat lorrain. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter la Maison Nicolas? Alors, la maison Nicolas, l'année prochaine, elle aura 50 ans. Mon père l'a créée en 1976. Il était du monde agricole, parce que mon grand-père était paysan. Donc il élevait des vaches limousines. Mon arrière-grand-père aussi. Ouais. Et donc, on était vraiment au milieu de la terre. C'était dans notre ADN de connaître le milieu agricole. Moi, étant petit, j'ai connu tout ça. Donc mon père a vendu à l'époque des volailles vivantes sur les marchés avec son père et son grand-père aussi, qu'il a très peu connu. Et puis après, petit à petit, quand les frigos étaient amenés à tout pouvoir d'achat, à tous les ménages, donc les volailles vivantes, la vente des volailles vivantes, ça s'est arrêté. Et donc c'était plutôt des volailles mortes en vitrine. Qui se vendaient de plus en plus. Et donc, mon père s'est installé au marché couvert de Metz. Et donc, il vendait à des prix défiant toute concurrence. Donc, petit à petit, il cassait les prix, cassait les codes du monde de la boucherie. Et petit à petit, il a grandi, évolué par rapport à ça, avec 2, 3, 4, 5, 10, 20 salariés. Et donc petit à petit, il a grandi comme ça, et en livrant aussi les restaurateurs et les collectivités. Et moi, je suis après arrivé en 98, juste après le décès de ma sœur qui a eu un accident de voiture en 97. Donc j'avais été au lycée hôtelier, j'ai fait BEP, CAP, j'étais destiné pour être cuisinier.
Ma sœur était destinée pour être en salle et on avait un projet ensemble commun. Et donc du coup, comme l'histoire s'est un peu arrêtée, avec mon père, on a pris un virage complètement différent. Et donc après, par la suite, j'ai travaillé avec. D'accord, c'est comme ça que tu as rejoint l'entreprise familiale. En fait, il y avait un virage qui s'est pris à ce moment-là. Un virage qui n'était pas prévu, oui. Oui. D'accord. Donc, c'est une belle histoire de famille qui s'est montée et qui s'est créée vraiment de génération en génération, d'après ce que je comprends. C'est quoi la signature, Nicolas, dans le milieu de la boucherie-charcuterie ? Alors, les signatures, d'année en année, dans une entreprise qui perdure de nombreuses années, comme la Maison de Nicolas, ça va faire 50 ans, il y a des virages à prendre. Donc là, maintenant, la signature, il y a eu la signature il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait d'autres signatures. Maintenant, on va dire, pour dire la signature d'aujourd'hui, c'est la cave de maturation, par exemple. Ce qu'on a fait il y a 3 ans, on a fait une cave de maturation XXL. Alors, c'est quoi ça ? Tu peux nous expliquer ? Alors, une cave de maturation, c'est un frigo avec un taux d'humidité vraiment minime pour éviter que la viande fermente et qu'elle sèche. Et ça duplique le goût de la viande. D'accord. Et ça la fait sécher, ça enlève l'humidité et ça multiplie vraiment le goût de la viande. Et c'est des viandes qu'on peut faire maturer entre 15 jours et ça peut aller au-delà sur des viandes qui sont bien couvertes, bien grasses, bien protéger la viande par le gras. Ça peut être maturé à peu près 3 mois. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est une étape. On parlait de la signature Nicolas. Voilà, c'en est une. C'en est une. Après, l'autre signature, c'est tout ce qui est charcuterie crue. Nos hachis qu'on fait. Les hachis un peu spéciaux qu'ailleurs, ça se fait pas. L'hachis mélange. Après, on a vraiment une signature sur la merguez. On fait de la merguez avec de l'épaule et de la poitrine d'agneau. 100%, et on fait aussi avec du bœuf, du capat de bœuf, dans de la race à viande. Voilà, pas dans n'importe quoi. Nous, on respecte le produit, la vraie merguez, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un peu tout et n'importe quoi qui se font. Ils appellent même merguez de porc, non, la vraie merguez, c'est bœuf agneau. Et nous, notre signature, c'est toujours garder cet ADN de la vraie merguez. Et donc, c'est vraiment une signature pour nous. On la vend plus. C'est certain qu'on en vend plus en été qu'en hiver, mais en hiver, on en vend beaucoup aussi. Ah oui. Parce qu'elle est aimée, comme on l'a fait. D'accord. Après, on a d'autres styles, d'autres coupes un peu spéciales. Comme le pavé de veau, comme le steak gaze, c'est un steak de merguez. Et ça, tu le vois pas ailleurs. Après, on a aussi l'hamburger Black Angus, la saucisse de bœuf Black Angus que personne fait. C'est du 100% bœuf, avec nos assaisonnements un peu secrets. Et donc, c'est une saucisse de bœuf. Pour ceux qui n'aiment pas les merguez, choses un peu épicées, ça leur va très bien. Et tu trouves ton inspiration où pour créer tout ça ? Ça vient de tes voyages, par exemple la merguez. Tu t'inspires un petit peu La merguez, ça a toujours existé. Donc voilà, on ne change pas les choses qui marchent. Les choses, surtout, comme mon père m'a toujours appris, les choses qui marchent, il ne faut surtout pas les changer. Faut garder notre ADN, notre identité, pour que l'entreprise, elle perdure. C'est important. Ouais, effectivement. Revenons un peu sur ton parcours. Il est assez impressionnant parce que, si j'ai bien compris, tu as vraiment gravi les échelons petit à petit, du nettoyage à aujourd'hui la gestion d'une entreprise qui est florissante et qui va quand même, comme tu le disais tout à l'heure, avoir 50 ans l'année prochaine. Est-ce que tu dirais que cette immersion totale dans tous les aspects de l'entreprise t'a permis de mieux comprendre les attentes de tes équipes et de tes clients ? Ah, mais complètement, et surtout avoir le respect des anciens salariés aussi. J'ai démarré livreur, donc les 5 premières années, tous les matins, je partais en livraison de 7h du matin jusqu'à midi 13h. Puis les après-midi, j'étais au magasin et je développais la partie restauration.
Et je m'occupais aussi du magasin, donc j'étais un peu multitâche. On travaillait durement à se lever à 3, 4 heures du matin. Ouais. C'était pas simple, surtout de travailler avec un père qui était très exigeant et qui se laissait pas... voilà, il aimait bien tout faire. Il savait pas trop déléguer sur cette partie-là, donc j'ai dû gagner sa confiance. Ouais. Et c'était pas simple de gagner sa confiance. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, il a compris qu'il pouvait me faire confiance. Mais c'est vraiment en me laissant vraiment 1 millimètre par 1 millimètre de choses, le droit de faire. Ouais, de nouveau, de gravir les échelons. Voilà, de gravir les échelons. Les responsabilités. Je le parle difficilement parce que c'était vraiment millimètre par millimètre. Ouais, je comprends. Pas pour dire que c'était assez simple d'avoir le nom. Oui. C'est pas si simple que ça. Après, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises autour de nous qui ont eu le nom et ça n'a pas suivi derrière. Ouais. Malheureusement. C'est des entreprises aussi qui n'ont pas pris les bons virages. Et donc, mon père m'a toujours fait prendre conscience qu'il faut avoir cette remise en question de tous les jours, que si on ne fait pas attention à son entreprise, tout peut s'arrêter et tout peut changer. Le chiffre d'affaires ou le résultat, bien entendu, peut changer du jour au lendemain si le client consomme différemment et veut des choses différemment. Ouais, comme on a connu depuis 5 ans. Ben oui, voilà, t'as été quand même pas mal challengé, hein, surtout dans les métiers de la bouche. Et puis on sait que d'une manière générale, il faut jamais rien considérer comme acquis et qu'il faut savoir se réinventer sans cesse. Qu'est-ce qui t'anime le plus au quotidien là ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier aujourd'hui ? La première chose déjà, c'est quand le client il repart content, quand il me dit des choses gentilles, ça me fait vibrer. Même quand il me dit des choses négatives, ça me fait vibrer dans l'autre sens en me disant il faut faire attention, il faut faire gaffe à ça. Il faut être à l'écoute du bon comme du mauvais. Et c'est avec aussi les choses négatives qu'on avance. Et les moments où on tombe, il faut apprendre à se relever et éviter de retomber dans le même endroit. Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps, toi, que tu as repris les rênes, Julien, de cette entreprise ? Alors moi, ça va faire 9 ans. Ça va faire 9 ans ? Ça va faire 9 ans, mais bon, pour moi, ça fait pas 9 ans, ça fait plus de 20 ans que mon père m'a laissé s'occuper des achats, parce qu'il a bien compris que j'avais compris ce petit style de négociation qu'il avait et qui m'a instauré et que j'ai fait différemment. Parce qu'à l'époque, on prenait tout à Rungis et j'ai développé l'achat en direct et de proximité aussi. Oui, d'acheter au plus près et pour faire du circuit court de ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour arrêter de prendre des viandes beaucoup trop loin. Donc je pense que ça peut vraiment rassurer aussi les consommateurs, parce que aujourd'hui on se permet plus. Enfin, c'est ce qu'on déplore d'ailleurs quand on va par exemple dans les supermarchés ou quoi, et ça doit faire la différence avec une maison comme la tienne, une maison locale. Donc tu confirmes que vous privilégiez les circuits courts et le local autant que possible ? Ah mais complètement. Mais il faut pas se mentir. Au jour d'aujourd'hui, la viande coûte un prix. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix de présenter les produits autrement qu'avant, les respecter beaucoup plus qu'avant, et surtout pas se tromper. Parce que le client nous loupera pas si on fait un écart. Donc c'est pour ça qu'il faut être tout le temps à cheval. C'est pour ça que j'ai une équipe qui fait les réceptions le matin, prise de température, réception de la qualité, avec des équipes toujours là le matin, ou moi-même, pour être sûr d'avoir les meilleurs produits tout le temps. Et on est très très exigeant. L'exigence a un prix. C'est sûr qu'en faisant que du français à 92%, c'est sûr que y a certains confrères ou des supermarchés qui travaillent des produits allemands ou des produits qui viennent d'Argentine, tout ça. C'est sûr qu'on peut pas travailler les mêmes prix. Oui, c'est sûr. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois ton métier plutôt comme une mission, donc liée à ton entreprise familiale, ou une vocation avec une véritable passion du métier ? Ou les deux peut-être ?
La mission, oui, j'ai la mission, parce que j'ai cette mission pour moi de continuer, ça me fait toujours quelque chose. J'ai toujours l'impression que mon père est près de moi, même s'il est parti depuis 5 ans. Et puis bon, on a besoin pour vivre, hein, pour gagner sa vie déjà aussi, hein, premièrement. Et la vocation, oui, parce que j'ai toujours été impressionné par mon père et par mon oncle Jean-Marie Nicolas, qui était dans la partie œufs et fromage, parce que bon, dans la famille, on faisait vraiment tout. Ouais. Et j'ai regardé Admiratif. comme deux rois pour moi qui faisaient de leur business et leur reconnaissance par rapport aux personnes. Ils étaient reconnus. Donc pour moi, quand étant petit, puis après par la suite, je trouvais ça un peu inaccessible. Donc ouais, non, je suis fier de poursuivre tout ça. Ah oui, tu as bien raison, c'est clair. Justement, en parlant d'entreprises familiales, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises familiales représentent environ 83% du total des entreprises, soit en 2025, 3,17 millions sur 3,82 millions, autant des TPE que des très grandes entreprises qui sont cotées. La Maison Nicolas est une entreprise qui existe depuis 1976, tu l'as dit. Quelles valeurs ont été transmises de génération en génération et comment arrive-t-elle à perdurer dans un environnement qui évolue aussi rapidement et qui est aussi challengé finalement? Ouais. C'est très simple et compliqué à la fois. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas louper un virage. Et il ne faut surtout pas le louper parce que, comme on l'a connu depuis 5 ans, depuis le Covid, la consommation a complètement changé. Là, elle est encore en train de changer parce que les gens veulent vraiment une traçabilité vraiment sûre. Ils veulent manger local, au plus près, ou français, hein, bien entendu, parce qu'on travaille aussi des produits comme le lapin de Bretagne. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout trouver local. On ne peut pas trouver une abattoir, par exemple, de porc en Moselle. Nous, on prend notre porc. Le porc est élevé au Grand Est. Donc, c'est que du porc Grand Est. On le prend à Strasbourg. Donc, ils veulent vraiment des produits locaux au maximum. Et surtout, de qualité. Hein. Le prix, c'est important, c'est sûr. Mais... aujourd'hui, les gens mangent moins de viande, mais mieux. C'est-à-dire que au mieux d'en manger comme on mangeait matin, midi et soir, ils vont peut-être manger que le midi ou juste le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais plus 7 jours sur 7, et midi et soir. Et quelle incidence ça a, du coup, pour ton entreprise? Qu'est-ce que tu as constaté? Comment vous avez dû, du coup, vous réinventer par rapport à ça? On a supprimé des fournisseurs, par exemple, il y a une dizaine d'années, on travaillait avec des volailles d'Europe, Belgique, Luxembourg, et on a arrêté, et on travaille maintenant essentiellement la volaille avec le poulet de Bresse, et aussi le poulet de Moselle, la Belle Rouge, et tout ce qui est le reste de la volaille, donc tout ce qui est poulet, les cuisses, poulet entier, ça vient du Grand Est. D'accord. Donc c'est une abattoir qui se trouve en Alsace, qui abat vraiment que des poulets avec des éleveurs du Grand Est. Ok. Et c'est quoi, selon toi, les plus gros challenges d'une entreprise familiale? Ça ne doit pas être toujours facile de bien s'entendre, d'avoir la même vision, de faire la part des choses entre le pro et le perso, finalement. C'est quoi, selon toi, les plus gros challenges? Dans la famille? Oui, d'avoir une entreprise familiale. Il y a avantages et inconvénients. Il y a l'avantage et l'inconvénient. C'est sûr qu'on a la source directe. J'ai de la chance d'avoir ma femme qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Elle a son entreprise de management et marketing sur les réseaux sociaux. Et elle s'occupe de la Maison Nicolas. Je la laisse faire, franchement, j'ai confiance en elle. Là-dessus, je suis un peu dépassé. Bon, elle a 9 ans de moins que moi. Donc... là-dessus, j'écoute, hein, parce que c'est ça aussi, bien s'entourer. Et c'est ça que j'ai fait aussi, hein, parce que il y a 9 ans, j'ai dû un peu structurer un peu autrement, dû au rachat des parts qui me restaient à racheter.
Donc j'ai dû m'organiser autrement parce que sinon c'était pas possible. Et puis bon, après, c'est sûr, j'ai dû aussi un peu écouter un peu les chefs d'entreprise que je connaissais à gauche, à droite, comment ils faisaient. Et puis j'ai un peu lu, j'ai fait un peu de cours parce que l'école, ça n'a jamais été trop mon fort. Donc j'ai appris sur le tas et j'ai appris à bien m'entourer avec une assistante de direction, avec une assistante assistante commerciale. J'ai un directeur commercial aussi. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 46. 46, c'est bon. 46, à Noël, on est 10 de plus. D'accord. Ok. Et donc, les plus gros challenges pour justement, tu disais bien s'entourer et faire la part des choses, est-ce que c'est toujours facile du coup de laisser de côté peut-être le côté personnel et de vraiment faire la distinction Oui, il faut faire la part des choses. Oui, non, ça c'est quelque chose que j'arrive bien à gérer. Non, ça c'est. J'ai encore ma maman dans l'entreprise qui fait encore un peu de papier. Et c'est vrai que des fois, le dimanche, quand je mange avec, elle me parle de clients. Et c'est vrai que des fois, je lui dis un peu stop parce que le dimanche, j'ai envie de souffler un peu. D'accord. Et selon toi, quels sont les plus grands défis de l'entrepreneuriat en général, sans être spécialement une entreprise familiale ? Alors il y a mille et un arguments. Il y en a beaucoup. Il y a surtout un point très important que je travaille beaucoup là-dessus, c'est que le salarié se sente bien et qu'il donne sa patte aussi, parce que ça c'est important, et que surtout pas le dévaloriser, lui montrer qu'il est important dans l'entreprise, parce que sans les bons salariés que j'ai qui aussi nous apportent, parce que je leur laisse aussi leur patte, des nouvelles choses qu'ils peuvent avoir sur leur expérience. Et je reste toujours à l'écoute. C'est pour ça que quand j'ai quelqu'un de nouveau qui vient, je lui dis toujours n'hésite pas à parler, à expliquer, à montrer et nous apprendre quelque chose. D'accord. C'est comme ça qu'on a fait aussi des autres produits qu'on faisait jamais, et il faut toujours le client, c'est vrai que il faut lui apporter des choses nouvelles, parce que des fois le client qui vient une fois par mois ou une fois par semaine, quand il voit quelque chose de nouveau, il dit tiens, oui. Ça c'est bien, il est un peu soulagé parce que il n'a pas d'idée, il sait pas quoi faire. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi, on a fait quelque chose de nouveau, on a fait des packs. Donc en fait des packs tout conduits. On lui fait un peu le menu de la semaine. Ou le barbecue. Tiens, il va prendre le petit pack barbecue Nicolas, ou le big pack. Le big pack, pardon. Voilà, c'est toujours. C'est toujours le cerveau il travaille tout le temps. Et donc si je comprends bien, tu es dans un management plutôt participatif, et tu te dis que justement tu fais confiance à tes salariés qui sont au contact direct des clients, et peut-être qu'en écoutant leur retour, c'est aussi comme ça qu'émergent de nouvelles idées pour créer de nouveaux packs et de faire de nouvelles choses, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quand on fait les packs ou quand on fait des propositions de publicité, parce qu'on met des pubs quand même toutes les semaines, des mises en avant, des produits mis en avant. À chaque fois que je leur demande leur avis, et puis il y a les pour, il y a les contre, et puis après des fois on teste, des fois on se plante. Comme tout le monde en même temps. C'est comme ça qu'on avance. Bien sûr, ouais. À quelqu'un qui te dirait jalousement pour toi c'est facile, t'as hérité de l'entreprise de ton père, tu répondrais quoi ? Oui, ça m'est déjà arrivé de l'entendre, je vais pas te le cacher. Après la personne qui me dit ça, je dis oui, tu as raison. Ah oui, tu lui dirais ça. Oui, après, j'ai pas besoin d'argumenter, j'ai pas besoin de. Moi, je me sens bien comme je suis. Les gens qui sont autour de moi, les gens qui me connaissent, ils savent très bien d'où on est parti, grâce à quoi l'entreprise elle perdure. C'est pas pour rien. Maintenant, aux personnes là, j'ai rien à leur prouver. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, j'ai eu de la chance que mon père ça, mais faut dire que on avait un associé minoritaire, donc j'ai dû payer ses parts. Donc j'ai fait un prêt, j'ai porté caution ma maison.
Après, par la suite, tout de suite, j'ai mis un peu plus de 1 million, 1 million 400 000 euros de travaux. Donc, il faut les porter. Ouais. Il faut les payer tous les mois. Il me reste encore quelques petites années encore à payer, mais donc c'est pas une entreprise comme ça qui tombe gratuitement et pas facilement, parce que faut la maintenir, faut payer les salariés, hein, parce que bon, tu vois le nombre de salariés. Faut trouver l'argent, faut trouver la manière, comment il faut la trouver avec les marges, sans exagérer dans les marges, en est restant toujours compétitif, parce qu'on a toujours été compétitif dans tous les produits qu'on faisait, généralement, avec des gammes identiques. Sur la merguez, aujourd'hui, la vraie merguez, encore une fois, j'insiste bien, bœuf agneau, nous on la vend 14,90. Ailleurs, c'est vendu au prix minimum 16, voire 25 euros le kilo. Et quand je te dis 16, je ne sais même pas s'il y a de l'agneau dedans. Donc il faut rester compétitif. Donc pour ça, il faut quand même avoir de la force en soi mentalement. Et donc c'est pour ça que non, j'ai pas de problème avec ça. Et je m'embête pas avec ça. Super, mais je pense que tu as tout à fait raison et tu l'as dit à juste titre, tu es fier de ce que tu as accompli et je pense que tu peux vraiment l'être parce que bien souvent les gens ne voient que le beau côté mais ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, l'investissement. C'est la nuit, c'est la pression. Voilà, mais après, c'est jamais si facile. Je me plains pas, je suis fier et puis je suis content. Et puis quand je me réveille tous les matins, je me dis, j'ai repris l'entreprise de mon père, oui, c'était à lui. Et je suis content qu'elle fonctionne encore. Et voilà, il y a des moments comme tout entrepreneur. Il n'y a jamais que des bons moments. Il n'y a jamais que des bons moments. Généralement, c'est 75% de dureté et 25% de dire de satisfaction. Mais c'est on va dire, pour toutes les entreprises, c'est pas simple d'être chef d'entreprise, surtout en France, j'insiste bien, parce que on n'a pas de chance avec l'État qui nous met des bâtons dans les roues et nous inventer des taxes, surtaxes. Et c'est un peu l'infini, et ça, c'est vraiment des choses que peu de gens voient, mais que les chefs d'entreprise voient tous, vraiment au millimètre. Ouais. Et voilà. Il faut supporter cette pression au quotidien. Et tu parlais de force mentale, justement. Est-ce que t'as un secret? Est-ce que tu as une manière, toi, de cultiver ta force mentale, justement? Je sais pas, est-ce que tu t'auto-suggères des mantras hyper positifs? Est-ce que tu pratiques un sport qui t'endurcit? Est-ce que c'est inné? Alors non, c'est pas inné. Parce que tu as vécu quand même pas mal de choses. Je prends pas de cachet. C'était pas ma question, mais bon, voilà. Je prends aucune drogue, mais la seule drogue que je prends, elle est naturelle. Ouais, c'est ça s'appelle le sport. Ah, ben voilà. Et c'est vrai que je fais beaucoup de sport. Je nage beaucoup. J'ai toujours nagé. Je fais du footing, donc 2 fois par semaine. Même à me lever à 5h du matin et aller courir en forêt en été bien entendu. Et je fais aussi de la boxe anglaise. Ok. Donc c'est vrai que toutes les semaines, j'ai un peu mon planning de sport. C'est vrai que là, sur ça, j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme qui est un peu compréhensible là-dessus. Elle me laisse faire un peu mon planning. Mais c'est vrai que quand je suis en vacances, elle aime bien que je sois là. Mais c'est vrai que j'ai mon planning de sport. On va dire tous les 2 jours, je fais une petite session. Vraiment, oui, elle est costaud, mais on en a besoin. Ça permet d'évacuer, ça permet aussi de réfléchir, ça permet de comprendre beaucoup plus de choses, d'être posé, d'être calme, réfléchi. C'est le sport, c'est tout, c'est énorme. Il y a beaucoup de liens de toute façon entre tu parlais de force mentale, mais entre la force mentale qu'il faut et l'entraînement finalement par rapport au fait de faire du sport et le fait d'être dirigeant d'entreprise. Parce qu'être dirigeant, c'est de loin pas un sprint, c'est un très long marathon. C'est un très long, ça s'arrête jamais. En fait. Voilà, c'est ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais et c'est comme ça. Puis après,
Généralement, les chefs d'entreprise, ils font tous un sport. Après, il y en a qui arrivent à faire sans sport. Mais bon, je ne sais pas comment ils font. Mais ils ont tous leur partie un petit peu échappatoire. Il faut un échappatoire. C'est important. Qu'est-ce que tu dirais aux chefs d'entreprise qui diraient moi, j'ai pas le temps? Bon, non, ça c'est des bêtises. Il ne veut pas prendre le temps. On a le temps si on se lève à 5h du matin. Au lieu d'aller au lit, faire une soirée jusqu'à minuit, il va au lit à 9h ou à 10h. Puis il faut dire non, on ne peut pas sortir. Moi, après, je ne dis pas que c'est bien. Moi, la semaine, je m'interdis de sortir la semaine. Je m'interdis de sortir jusqu'à 23, 24 heures. Je suis au lit à 21h30, 22h. Ah ouais, c'est vrai? Oui, c'est pas possible. T'as une grande autodiscipline alors? J'ai pas le choix, parce que sinon j'ai pas le mental. Ouais. Non, mais c'est chouette d'y arriver, parce que c'est pas le cas de tous les dirigeants. Ou c'est ce qui fait justement peut-être la pérennité aussi d'une entreprise, parce que tu sais le faire. Ça le fait aussi, mais c'est ce qu'il faut. Je pense en fait, il faut se donner une éducation à soi-même. Il faut être autodiscipliné. Ouais. Après, je parle pour moi, bien entendu. Il faut être autodiscipliné à faire attention à ce qu'on mange aussi, et ce qu'on pratique aussi, pas faire n'importe quoi, avoir une hygiène de vie normale, faut pas abuser sur les bonnes choses, et puis le sport pour moi c'est la clé en fait. Super, il faut se faire plaisir quand même. Un juste milieu. Oui, il faut se faire plaisir avec des fois une bonne bouteille. Faut se faire plaisir, mais on va dire pas tous les soirs. Il faut le week-end, il faut se faire plaisir aussi, mais il faut avoir des plaisirs. Mais il faut accepter que quand on bosse, j'ai un copain qui m'a donné aussi beaucoup d'inspiration là-dessus. C'est Damien Panel. De Frigo Est, et quand je le voyais gérer son entreprise, il faisait du sport tous les matins, et puis une fois on part ensemble, la première année où on part ensemble, je le voyais faire 10 bornes à 5h30, 6h du matin, téléphoner à ses équipes, tout ça. Ah ouais. Et je vois une machine de guerre, et je trouvais ça impressionnant, et moi c'était au moment, donc ça c'était il y a 9 ans, c'était au moment que j'allais racheter les parts qui me restaient à racheter. Quand j'ai vu ça m'a donné de l'inspiration et du courage. Et de pas avoir, ça a été un déclic pour toi. Et de ne pas avoir peur d'avoir mal. Ouais. Et de mal dormir le soir. Et voilà, c'est tout, c'est la vie. Hyper inspirant. Si on se projette un peu dans le futur maintenant, on a parlé de ton histoire, on a parlé du moment présent, maintenant je te propose qu'on se projette un peu dans le futur. La Maison Nicolas dans 5 ans, elle ressemble à quoi? Dans un monde idéal, je veux dire, tu cherches à te diversifier, à étendre ton marché, à rester fidèle à tes racines locales, ce serait quoi en fait? Alors, la Maison Nicolas, au niveau des publicités, on a adopté une publicité complètement différente qu'on faisait avant. Donc maintenant, on est sur Facebook depuis quelques années. On est maintenant sur Instagram, sur TikTok. On fait des reels, avec ma femme. Donc on fait complètement un autre marketing qu'on faisait avant. Ouais. On fait de la livraison à domicile depuis le Covid, donc je voudrais vraiment développer ça de plus en plus. Là, on est en train de regarder éventuellement faire un site internet. Je voudrais bien améliorer ça et vraiment faire de plus en plus de livraison à domicile, parce que les gens ont de plus en plus envie de se faire livrer. Hein, c'est ce qu'on remarque. Oui. Et c'est vrai qu'on ne divulgue pas tous les produits, tout ce qu'on fait, parce que les cours changent. Et nous, on ne se fie pas comme une boucherie, les prix d'une boucherie normale. On se fie au prix du cours. Donc aussi bien, on ne paiera pas le même prix. Par exemple, un paleron de bœuf, en été comme en hiver, ou un bourguignon, par exemple. Donc on ne voulait pas le faire pour cela. Donc maintenant, on va réfléchir pour le faire, et puis
comment on peut le faire. Et je voudrais bien développer cette partie-là de livraison à domicile un peu plus soutenue, qu'on a fait en masse pendant le Covid. Là, qu'on fait moins que le Covid parce que voilà, c'est plus le Covid. Mais je voudrais bien développer ça. Et puis voilà. Donc et puis après, on a un projet aussi. Je ne veux pas trop en parler. On a un projet de se diversifier dans d'autres produits aussi. Donc on est en train d'affiner ça et on en saura plus dans quelques mois, je pense, ou petites années. Ok. Mais ça se concrétise. Bon, on va rester bien connectés sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux où se trouve la maison Nicolas. En tout cas, la livraison à domicile, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé avec des box en fait, même où on a alors pas spécifiquement que pour la viande, mais voilà, type HelloFresh ou quoi. On a les livraisons à domicile et c'est quand même super pratique. Alors on fait des livraisons à domicile dans toute la France. Alors, ça choque un peu quand on dit oui, par Chronofresh. On a des clients par exemple sur Annecy, ils sont 4-5 familles, ils font des commandes à peu près une fois tous les 2 mois ou une fois par mois. On a aussi des clients aussi qui partent en vacances. Ah ouais. Dans le sud. Et ils sont au camping et ils passent sur leur commande et ils sont livrés directement. Donc ils savent, ils connaissent la maison de Nicolas et ils savent ce qu'on fait et ils ont l'habitude et ils voient pas en fait faire autrement qu'acheter chez nous en fait. C'est super sympa et on a aussi un gros client sur Marseille. S'il nous écoute, je passe le bonjour. Ce client-là, il est important. Il prend tous les 2 mois pour une centaine de kilos de viande. Je sais pas combien ils sont. Mais tous les 2 mois, on a une très très grosse commande. C'est pas un restaurateur? Non, c'est pas un restaurateur. Ah oui. C'est un particulier. Ouais. Bah, tu sais, la viande dans le sud est très très chère. On va dire x2, des fois x3. Ah oui. Elle est très très chère. Et c'est sûr que ils payent des frais de livraison, mais bon, ça revient, je crois pour une centaine de kilos, ça revient à 1 euro le kilo, un peu plus qu'à 1 euro le kilo. Bon, si tu veux, c'est par rapport pas énorme. À la globalité, ça va. Donc, tu as une clientèle super fidèle. Ça, c'est quand même hyper important. Oui. On parlait de projection dans le futur. Donc, on a vu que tu avais quelques beaux projets et il y a des petites choses, des nouveautés qui vont tomber encore d'ici quelques mois. On n'a pas parlé de tes 3 superbes filles aussi. Tu as 3 magnifiques filles. Elles sont encore jeunes. Est-ce que elles envisagent ou est-ce que tu envisages un jour qu'elles puissent prendre la relève? Je l'envisage, oui, mais sans les pousser. En fait, mon père m'a jamais poussé. Plutôt le contraire. C'est vrai? Non, plutôt le contraire, parce que c'était quand même... c'est quand même dur, c'est quand même dur, on va pas se cacher quand même. C'est pas simple tous les jours, mais il avait pas trop envie il m'a jamais poussé à vouloir reprendre. C'était vraiment sur les dernières années, on va dire sur les 4-5 dernières années, qui me disait tiens, vas-y, si vraiment tu veux y aller, mais pas par dépit, parce que je voulais vraiment que je pousse un peu du coude en disant au bout d'un moment il faut y aller, quoi. Et c'est vraiment ça s'est fait assez naturellement, quoi, en fait, c'est ça. Donc toi, tu pousserais pas forcément tes filles non plus à ça s'est fait assez naturellement, parce que j'en avais envie, parce que j'en avais besoin, parce que pour moi c'était un défi, j'avais envie de l'affronter. Après, ça s'est fait en même temps que j'ai divorcé, donc je vais te dire un truc, ça m'a donné beaucoup de force, parce que toute personne vont se reconnaître, qui divorce, c'est des moments pas simples, et ça m'a donné de la force, et je me suis mis la tête dans le guidon. Maintenant, est-ce que je vais... j'en parle à mes enfants, j'en parle à mes filles, surtout aux 2 grandes, parce que la petite, elle est un peu petite. Mais je leur surligne, mais sans trop leur forcer. Après, faut que ça vienne d'elles, quoi. Faut que ça vienne d'elles, parce qu'il faut vraiment que ça vienne faut que ça vienne des tripes.
Parce qu'il faut pas forcer les gens, il faut pas forcer les personnes, il faut que ça vienne d'eux. Moi, c'est venu vraiment tout naturellement. J'avais envie, voilà, petit à petit, comme je te disais, j'ai gravi les échelons. Petit à petit, j'ai gravi aussi les postes. Et là, sa confiance, hein, parce que pour avoir sa confiance, même derrière, la confiance n'évite pas le contrôle. Donc il y avait beaucoup de contrôle. Donc, et comme je savais qu'il y avait beaucoup de contrôle, c'est s'autodiscipliner, la remise en question de tous les jours. C'est quoi ton rêve le plus fou ? C'est la question un peu sortie de nulle part, mais qui était bien préparée. Le rêve le plus fou. Ouais, ton rêve le plus fou. Non, je switch parce qu'on était dans la projection vers le futur, donc elle n'est pas tant sortie que ça de nulle part, cette question. Mais voilà, d'une manière générale, hein, pas forcément par rapport à la maison de Nicolas. Mon rêve le plus fou, ce serait vivre à la retraite près d'un lac, en Italie ou en Suisse, paisible, sans bruit, au milieu des oiseaux. Ça, c'est un rêve. Ouais. Ah, ça, c'est un rêve. Et enfin, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à l'homme qui démarrait cette entreprise, cette aventure en 1976, qu'est-ce que tu lui dirais ? Donc à mon père, alors, donc on est d'accord. Oui. Hein. C'est ça. Je lui dirais qu'il s'inquiète pas et qu'il arrête de stresser et que ça va aller et que tu m'as tapé là. Ah, il y a un peu d'émotion, mais c'est normal. Et écoute, on peut. Non, mais tu nous as déjà apporté de belles réponses, donc c'était. Tu m'as eu là. Non, mais je dirais des choses. C'est difficilement des choses que tu penses que la vie va être dure et qu'il faut qu'il s'accroche et qu'il ne sera pas tout seul et que je vais arriver et que je serai toujours là pour lui. Ouais. Je te propose, Julien, de finir par un petit portrait chinois pour que nos auditeurs apprennent encore plus à te connaître. Tu es d'accord ? Ouais. Alors, si tu étais une valeur, que serais-tu ? Si je serais une valeur ? Si tu étais une valeur. Oui, alors si ça serait ma valeur, ça serait le dépassement de soi. Parce que je suis très résistant à la pression. Toutes sortes de pressions, bien entendu. Ouais. Si tu étais un lieu de vacances ? Écoute, un lieu de vacances, moi j'adore les lacs. Donc en montagne. En montagne, au bord d'un lac. Ok. Si tu étais un sport ? Toi qui es un grand sportif. Ah bah écoute, sport favori, c'est la boxe. C'est vrai ? J'adore les entraînements de boxe. C'est vraiment... j'ai beaucoup de copains qui sont boxeurs, dont quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Doudou, et qui est vraiment... c'est un sport formidable. Tu rencontres des gens vraiment formidables, c'est pas que de la bagarre. En fait. Ouais, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, c'est pas forcément. C'est ce que j'ai compris grâce à mon fils qui pratique aussi un peu. Il y a une belle mentalité autour du sport. C'est pas on se décharge les uns sur les autres. C'est des gens qui se défoulent vraiment à un point inimaginable, hein, parce que pour moi c'est le sport où tu te dépenses le plus, et c'est des gens qui sont vachement à l'écoute. Vachement à l'écoute. Et enfin, pour finir, si tu étais un super pouvoir, que serais-tu ? Ah, bah écoute, un super pouvoir, un médecin. Ouais. Pour guérir le maximum de personnes. D'accord. Bon, bah écoute, Julien, on en arrive à la fin de cette interview. J'espère ne pas t'avoir trop chahuté avec mes questions. Non, c'était très bien. Moi, j'aime bien mettre en lumière les dirigeants et montrer vraiment leur côté humain derrière. Tu vois, toute cette force, cet engagement, ce dévouement au quotidien qui vous challenge, qui nous challenge un peu comme des fous. Et derrière chaque dirigeant se trouve avant tout un être humain. Et je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir le faire ressortir. Et c'est aussi l'occasion pour
que ce soit tes clients, tes salariés, toute personne qui peut t'entourer, d'apprendre à mieux te connaître. Donc en tout cas, je te remercie infiniment pour ta générosité, ton partage, tout ce que tu nous as livré. Je te souhaite une excellente continuation dans ta belle entreprise. Fêtez bien les 50 ans l'année prochaine. Et puis, longue vie à la Maison Nicolas. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a inspiré et apporté de belles idées pour votre propre entreprise. Pour ma part, j'ai passé un excellent moment en compagnie de Julien. Encore merci à la Villa Sainte-Andrews pour son accueil. Et si au détour d'un passage à Metz, la gourmandise d'une vraie merguez, bœuf et agneau ou tout autre délice vous titille, n'hésitez pas à vous arrêter au marché couvert pour visiter la Maison Nicolas. Enfin, si vous aussi, en tant que dirigeant, vous souhaitez booster votre leadership, n'hésitez pas à rejoindre la Coach Me Academy. J'y ai créé des abonnements de coaching sur mesure pour vous aider à vous propulser à un niveau supérieur. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous. Vous venez d'écouter Leader en coulisses, l'espace où l'on révèle l'humain derrière le dirigeant. Si cet épisode a suscité en vous des pistes de réflexion, dites-moi tout et abonnez-vous. C'est ainsi que notre communauté de leaders grandit et rayonne. Un grand merci à notre partenaire, la Villa Sainte-Andrews, où nous avons eu le privilège d'enregistrer cet épisode, un lieu de convivialité, de luxe et d'évasion. Et si vous souhaitez donner un véritable coup de boost à votre leadership tout en étant accompagné sur la durée, découvrez mes programmes d'abonnement avec la Coach Me Academy pour dirigeants ou mes séminaires immersifs entre leaders à découvrir sur www.coach-me.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre inédite.